Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver sur ce plateau. Vous aider à décrypter et à mieux comprendre les grandes unes de la presse nationale. C'est l'objet de ce plateau que nous vous offrons tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis entre 9h20 et 10h sur Equinox Télévision. Merci d'être encore fidèles comme tous les matins ce matin. D'abord, un œil dans les kiosques ce mardi matin. D'abord, la nouvelle expression qui parle des chefferies traditionnelles. L'éternel complot de l'administration, titre le journal. L'opération que certaines élites compradors à la solde de l'administration viennent de réaliser à l'Ouest et même ailleurs n'est pas une simple manipulation. C'est une stratégie, dit le journal, bien pensée depuis l'époque coloniale pour éviter toute émancipation de l'autorité traditionnelle au Cameroun, perçue par l'ancienne puissance coloniale comme une menace pour le pouvoir en place. L'article est à retrouver en page 3 du journal La Nouvelle Expression, page 2 et 3, c'est un dossier que vous lirez ce matin dans les colonnes du journal. La Nouvelle Expression qui parle également des élections régionales, Sokoudjou refuse l'argent. Il dit s'opposer à l'argent remis au chef en évoquant le gaspillage des fonds publics pouvant améliorer les conditions de vie des populations. Retrouvez l'article en page 10, il est signé de notre confrère Vivien Tonfar. C'est à lire ce matin. Groupe La Nouvelle Expression, 3 journalistes distingués. Ils ont remporté les prix des meilleurs reporters, présentateurs de journal télévisé et de meilleurs consultants médias au Cameroun. Vous retrouverez cet article en page 7 du journal ce matin. Et puis à Bouddha, il déterre son père. Avec ses ossements, il devait approvisionner un réseau de trafiquants dont les cerveaux seraient à Fumban, dans le département du Noun, à l'ouest. Vous lirez l'article ce matin en page 3 de La Nouvelle Expression. Ce matin, le messager paraît à la une régionale, le passage en force du régime RDPC. Le scrutin devant élire les premiers conseillers régionaux s'est finalement tenu dans un contexte de crise généralisée. Vous retrouvez l'article dans les colonnes de Le Messager, c'est en page 3 du journal. Déclaration de l'Ouest, les chefs traditionnels intimidés, c'est à lire en page 4. Le journal revient sur cette récente déclaration signée d'une dizaine de chefs traditionnels de la région de l'Ouest et qui prennent le contre-pied de celle publiée il y a quelques semaines et largement relayée par la presse. Cette déclaration qui revenait sur les crises qui fragilisent le champ sociopolitique au Cameroun, la crise anglophone, celle de Boko Haram, ou encore les incursions des bandes armées dans la région de l'Est voisine à la République centrafricaine. Budget 2021, les regrets de Cabral-Libi. Le journal relaie notamment l'analyse du président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale après l'adoption de cette enveloppe budgétaire 2021 à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous retrouvez en kiosque ce matin Le Jour, le quotidien bleu paraît, Le Jour, Emos Fongo, Le Jour qui parle de Christophe Foumouniou, conflit anglophone, Paul Bianojou, pas frangeux. Le directeur Afrique du National Democratic Institute, Ndié, doute que les élections régionales sauvent des vies dans le nord-ouest et le sud-ouest et s'insurge contre la posture du chef de l'État qui, selon lui, exacerbe la crise. Vous lirez la grande interview de Christophe Foumouniou dans les colonnes du quotidien Le Jour. Le Jour qui parle également de torture, 11e d'audience non-stop, 11e audience, 11 heures d'audience non-stop pour 2 journalistes. Il s'agit de Christophe Bobiokono, le directeur de publication du journal Kalara, et de sa collègue Bézélé, qui ont donc été jugés, Irène Bézélé, qui a été jugée à Yaoundé. Vous lirez le compte rendu de cette audience plutôt fleuve dans le journal Le Jour ce matin. À la une de Mutation, cette fois PCRN, le flop magistral, titre Mutation. Vaincu dans son fief d'Union Ekele, le parti de Cabral-Libi n'aura aucun conseil régional et est déjà acculé à l'autocritique. Vous lirez les articles en page 8 et 9 ce matin du quotidien Mutation. Mutation qui s'intéresse également à Make It Invest. Le président directeur général gardé à vue. Make It Invest étant cette structure de placement de fonds dont les activités ont été suspendues il y a quelques semaines par le gouverneur de la région du centre, Nasri Paul Beya. Son principal responsable est donc gardé à vue à la Légion de gendarmerie du centre, c'est à Yaoundé. En pied une également de Mutation, plan spécial jeune, le bilan 3 ans après. Le journal
reparcourt dans les hauts et les bas de ces programmes spéciaux mis en place par le gouvernement pour booster l'entrepreneuriat et résorber le chômage en milieu jeune. Vous lirez le bilan de ce programme spécial de 102 milliards de francs CFA adopté par le gouvernement il y a quelques années en page 7 du journal Mutation ce matin. De Mutation passe à Émergence. Le quotidien qui est désormais bilingue parle ce matin des hydrocarbures, Émergence, Fongo. Les hydrocarbures, dont ce matin à la une d'Émergence, les ventes de pétrole du Cameroun en chute libre, c'est-à-dire en page 5 du journal ce matin. Et puis le marché monétaire, le Cameroun en quête de 30 milliards de francs CFA, c'est-à-dire dans Émergence ce matin. Le Cameroun Tribune est en kiosque ce matin avec à sa une élection régionale. Place aux résultats. Après le scrutin de dimanche dernier, les commissions régionales de supervision ont pris le relais pour centraliser et vérifier les données transmises par les commissions locales de vote et établir les procès-verbaux finaux avant la proclamation des résultats au plus tard demain, mercredi. Les pages spéciales de Cameroun Tribune rendent compte donc de ces points que font depuis dimanche soir les commissions régionales de supervision mises en place pour ces élections régionales à travers le Cameroun. C'est-à-dire des pages 9 à 12 de Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental qui est en kiosque ce matin. À la une de Kalara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire, licenciement. La Cour suprême annule enfin un faux en faveur du directeur général du FECOM. Des magistrats de la haute juridiction avaient couvert la falsification d'un acte de procédure pour favoriser le patron de leurs épouses. La fraude vient d'être sanctionnée après leur mise en retraite. C'est ce qu'indique ce matin le journal Kalara, qui exige en son pied de une ce matin. Indemnisation, le frère du président Déby exige 5 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun, refoulé à l'aéroport international de Douala par la police alors qu'il était en voyage d'affaires. Le ressortissant de la CEMAR sollicite une réparation. Vous retrouvez l'article en page 3 de Kalara ce matin. Avec en oreille ce matin de Kalara, filouterie, un policier dérobe le pistolet d'un diplomate. L'article est retrouvé en page 11, tout comme vous parlerez, vous retrouvez également ce matin intimidation. Maître Fotso Chebou a-t-elle voulu tuer le directeur de publication de Kalara avec son arme à feu? S'interroge le journal ce matin. On sort avec le Popoli. L'hebdomadaire satirique parle ce matin de la résidence surveillée de Moïse Kamto. Le temps de la libération, s'interroge le journal. À présent que l'élection est passée, tu peux retrouver ton activité normale. Ciao. Et à la prochaine insurrection. S'attire ainsi le journal ce matin à sa grande une. Pour décrypter l'ensemble de ces sujets, j'accueille tout d'abord sur ce plateau Camille Nélé. Comme tous les mardis, Camille, bonjour, bienvenue. Bonjour Donald Brice, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Le professeur Aristide Ngekam n'est pas encore là, mais nous espérons qu'il sera bientôt là, parce qu'il est très 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 difficile de faire le commentaire tout seul de cette actualité si trépidante ce matin. Bon, bonjour spécial aux téléspectateurs d'Equinox Télévision et notamment à Sa Majesté Yambé de Belay, le chef de Montmort. Vous l'avez entendu dimanche dernier quand il était en Konsamba, face à une deuxième liste, il avait dit avant l'élection que ce sont les ancêtres qui vont leur donner la victoire. Et effectivement, c'est la liste conduite justement dans laquelle le chef Yambé de Belay se trouvait qui a gagné. Mais bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox qui attendent cette émission chaque matin et avec beaucoup d'impatience. Merci d'être avec nous ce matin, Camille Nélé. Vous l'indiquez il y a un instant, nous attendons Aristide Ngekam, le directeur de publication de Forum Libre, qui devrait nous rejoindre sur ce plateau pour le décryptage de ces différentes... Oui, mais on lance à l'instant. Vous avez certainement parcouru ces deux articles que la Nouvelle Expression consacre ce matin aux chefferies traditionnelles Camille Nélé. L'éternel complot de l'administration, l'opération que certains élites compradors à la solde de l'administration viennent de réaliser à l'Ouest et même ailleurs n'est pas qu'une simple manipulation, c'est bien une stratégie pensée depuis l'époque coloniale pour éviter toute émancipation de l'autorité traditionnelle perçue
par l'ancienne puissance coloniale comme une menace pour le pouvoir en place? Donald Brice, il y a des qualificatifs dans ce chapeau qui m'ennuie un peu. Vous savez, des mots comme puissance comprodore, comme coloniale et tout ça. Vous savez, nous avons des réalités. Depuis l'époque coloniale, le Cameroun a eu le temps d'avancer. C'est vrai que depuis l'arrivée des Occidentaux chez nous, ces Occidentaux avaient trouvé des chefs qui leur avaient opposé une résistance farouche. Il y en a beaucoup qui ont payé de leur sang. Il y en a d'autres qui peut-être parce que leur communauté ne représentait pas grand-chose, ont certainement disparu. Mais aujourd'hui, la réalité est différente et à l'analyse des élections qui sont déroulées dimanche dernier et dans lesquelles on a enregistré pour la première fois la participation des chefs traditionnels, évidemment c'est chacun qui déroule son opinion. Il y en a beaucoup qui estiment que les chefs n'auraient même pas dû participer à cette élection, ou bien il y en a qui estiment que les chefs qui ont participé ne sont que des chefs achetés ou des chefs complètement complices. Moi, je pense que j'ai un regard beaucoup plus froid, beaucoup plus libéré de cette réalité. C'est tout le Cameroun qui attendait ces élections régionales. C'est tout le monde qui s'est réjoui quand on a parlé des chefferies traditionnelles qui devaient faire partie des exécutifs communaux. Et comme l'a dit un chef traditionnel il y a quelque temps, la présence du chef traditionnel au milieu du conseil régional est très très importante dans la mesure où le chef est la personne la plus proche des populations avant même l'administration. Donc leur présence aussi s'imposait et n'était qu'une bonne chose. Mais aujourd'hui, il y a un véritable débat qui est ouvert aujourd'hui entre ceux qui estimaient que les chefs n'avaient rien à faire là-dedans, ou que les chefs qui sont là-dedans, il y en a même qui les qualifient tout simplement de chefs collabos, des termes qui ne sont pas très amènes, mais moi je dis que le débat aujourd'hui n'est plus au niveau de la qualification des chefs qui ont participé à ces élections, mais plutôt d'estimer qu'il y a eu une grande avancée aujourd'hui avec maintenant l'implication de ces chefs dans les conseils régionaux. Alors, on va parler de l'implication des chefs dans ces élections, mais la Nouvelle Expression parle ce matin précisément de cette deuxième déclaration publiée il y a quelques jours. C'était vendredi, en tout cas le week-end, à l'issue d'une rencontre tenue vendredi à l'Ouest par une dizaine de chefs traditionnels, au cours de laquelle ils ont signé une déclaration qui prenait le contre-pied de celle publiée il y a quelques jours et qui a été largement relayée par la presse. Je rappelle que dans cette déclaration, il constatait entre autres que la crise anglophone s'enlise, que la crispation du climat politique n'est pas de nature à assurer un avenir serein pour le Cameroun. Je reçois Prince Aristide Ngekam qui nous a finalement rejoint. Monsieur le directeur de publication, merci d'être avec nous. Ce matin, on comprend que votre agenda doit être bien chargé par ces temps-ci. Prince, bienvenue, merci. De Bangadoua, là, c'est pas la porte d'à côté. Je vous accueille directement par cette question puisque le temps des civilités est bien passé. Prince, est-ce que vous voyez dans cette deuxième déclaration des chefs traditionnels de l'Ouest un complot, comme m'indique ce matin la Nouvelle Expression? Écoutez, le titre de la Nouvelle Expression, je dirais, est à sa place. Mais le complot par qui? Parce que s'il faut faire un complot, il y a quelqu'un qui formate ou alors qui initie le complot. Le complot a été initié par les élites, par certaines élites, parce qu'il faut l'appeler comme ça, par certaines élites, entre guillemets, politiques de l'Ouest, du RDPC, oui, originaires de la région de l'Ouest Cameroun, qui, à leur corps défendant, estimaient que ce que les autorités traditionnelles ont dit dans la première déclaration, même pas leur mettait en difficulté au sein de l'appareil gouvernemental. Vous savez que lorsque un chef traditionnel prend la parole et parle, ces élites, si ça ne les arrange pas, et si c'est, comment je dirais, s'ils estiment que c'est en défaveur du pouvoir de Yaoundé, ils prennent la parole, parce que ce sont eux qui bénéficient des prébendes de ce régime-là, ils prennent la parole pour dire non, écoutez, nous ne sommes pas forcément d'accord. Et comme ils ne peuvent pas aller le dire directement, ils viennent voir un certain nombre de chefs traditionnels, peut-être acquis à leur cause, pour qu'ils puissent faire cette déclaration, pour dire au pouvoir de Yaoundé, non, nous sommes avec vous, nous sommes avec le président, bien non. Il faut être sérieux. Il faut cesser d'infantiliser les chefferies traditionnelles. Les chefs ont fait une déclaration, je pense qu'Amil l'a lu. C'était une déclaration qui relatait ce que nous disons tous les jours ici. Et ce que le commun des mortels rappelle tout le temps. C'est-à-dire que les chefs, vous avez dit,
les chefs ont parlé quelque part de transition, comment préparer la transition. Et d'autre part, qu'il fallait faire un véritable dialogue. C'est-à-dire que, comme vous dites, ce que le président Biya, le dialogue convoqué par le président Biya, ils l'ont d'abord félicité, accompagné des résolutions qui ont été prises, mais ont estimé que toutes les parties prenantes n'ont pas participé à ce concert au niveau de Yaoundé. Et de ce fait, ils invitaient le président de la République, le gouvernement, à aller rencontrer les véritables représentants, les vrais représentants. C'est le thème qu'ils ont employé. Voilà, de ces différentes crises, pour qu'ils s'asseyent, échanger, et afin de trouver une solution. Donc, dans la première déclaration, ils ont félicité le président d'avoir accompagné l'action du Covid, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que des remarques. C'est-à-dire qu'ils ont fait, grosso modo, ils ont fait un bon diagnostic de la gestion du Cameroun et ils ont proposé des solutions. Et lorsque vous vous rendez compte que un certain nombre de membres du gouvernement, le ministre Ngalondiou Messi et le professeur Luc Sunju, pour ne pas les nommer, mais vous les nommez. Pour ne pas les nommer, sont dans l'appareil, estiment que le pouvoir dira que si ces chefs ont dit, forcément, leurs enfants ou leurs résidus sont à la base de cette déclaration. Mais non, les chefs sont libres. Et c'est ça un chef. Et du coup, vous avez eu le simulacre de rencontre qu'il y a eu à Bafoussam vendredi dernier, qui a, malgré tout ça, regroupé un bon nombre de chefs traditionnels, formatés, poussés par un certain nombre d'élites pour aller dire non, aller faire le grand nombre autour du ministre Luc Sunju, avec à côté directement le chef Bandjoun. Ils ont fait une déclaration. Mais qu'est-ce qu'ils disent dans la déclaration? Ils disent qu'ils ont appris qu'il y a ils ont appris qu'il y avait une déclaration qui circulait partout dans les réseaux sociaux et donc ils ne se reconnaissent pas. Et je peux vous dire que parmi ceux qui avaient signé la première déclaration d'il y a 2 semaines, ils sont venus signer la deuxième déclaration. Mais le thème en disant ils ont appris qu'il y a une déclaration qui circulait sur les réseaux sociaux, mais écoutez, il faut cesser d'infantiliser les chefs traditionnels. Et c'est en ça que je partage le titre de la nouvelle. Parle de complot. Et la quintessence même de leur message, de la deuxième déclaration. Mais il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire qu'ils passent le temps à dire nous félicitons le président, bien nous sommes avec lui. Mais les autres l'ont dit, qu'ils le félicitaient, qu'ils l'accompagnaient. Mais ceux-ci viennent dire nous sommes avec lui, mais nous régnons la première déclaration. Mais je dis, cessez de désacraliser les chefferies traditionnelles. Les chefs sont libres. Ce sont les pères. Ce sont des garants de la tradition. Ce qu'ils ont, ils ont quelque chose de spécial parce qu'ils ont été initiés d'une façon spéciale. Et j'ai l'habitude de dire, les élites, chez nous, dans notre tradition, on les appelle les esclaves. Des esclaves. Et ils ont une sorte de, je le dis, ils ont une sorte de vengeance pour montrer qu'ils tiennent les chefferies traditionnelles, pour montrer qu'ils peuvent piétiner les chefferies traditionnelles. Mais écoutez, ça ne marchera pas à tous les coups. Ça ne marchera pas à tous les coups parce que la première déclaration, le président Biya l'a déjà lue. Ce n'est pas en faisant une deuxième qu'il va dire non, ceux-ci forcément ont raison et d'autres n'ont pas raison. Alors, qu'ont dit les chefs dans cette première déclaration? C'était que la crise anglophone s'enlise, qu'il faut privilégier le dialogue dans la recherche des solutions aux problèmes, que Boko Haram a fait beaucoup de morts, les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest beaucoup déplacées, que le climat politique est tendu. À qui ne profite pas ce constat qui colle à la réalité manifestement? Du bon grain à moudre. La première déclaration a été signée par les représentants, c'est-à-dire que les élus des différents chefs dans les départements. Vous savez que dans chaque département, il y a une association des chefs qui élisent un départemental. Donc ce sont ces départementaux-là qui sont allés s'asseoir avec le mandat des différents chefs, ont signé. Ici, c'est un groupuscule de personnes. C'est-à-dire que vous ramassez ci et là, encadré par un certain nombre de ministres RDPC, qui se sont assis et donc, regardez un peu la transposition et la différence. Je vois. Alors, Kamike intéresse que le constat, un diagnostic froid de l'état actuel du Cameroun ne soit pas fait. Non, de toute façon, ceux qui auraient intérêt à ce que rien ne bouge, à ce que rien ne change, à ce que ce soit toujours un climat électrique au Cameroun, c'est celles qui porteront
la responsabilité de leur action d'aujourd'hui. On entend parler du prince Aristide Ngekam, qui lui-même est un authentique prince de Banka. Même, il est même sur la lignée de commandement. Peut-être même, ne soyez pas surpris dans le Hongkam. Dans le Hongkam, ne soyez pas surpris que peut-être d'ici 10 ou 15 ans, il se retrouve chef, parce qu'il est dans la famille directe du chef. D'ailleurs, le chef défunt, qui était mon ami personnel, c'est chez lui d'ailleurs que j'ai connu le prince. Sur la question. Alors, sur la question, je voulais dire quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, avec la réaction de ce nouveau chef, la preuve est faite que, qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée, parce qu'on retrouve sur la liste des nouveaux signataires certains de... Les anciens signataires. Et maintenant, il y a une autre constante qui fait que la multiplication des déclarations contradictoires, plus contradictoires, mais plutôt allant dans le même sens, mais chacune pimentée de ses propres condiments, va nous égarer pendant longtemps. Il y a une réalité, prince Aristide Ngekam, aujourd'hui, dans les chefferies, notamment dans les chefferies de l'Ouest. Il y a une quarantaine d'années, le chef était l'homme le plus riche du village. C'était l'homme le plus puissant. C'est lui qui avait toutes les terres. Et personne ne pouvait dire quelque chose contre la volonté du chef. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le chef n'est plus l'homme le plus riche du village. D'ailleurs, il n'a rien du tout. Il ne peut même pas disposer de terres. Et c'est les élites qui sont allées faire des études, chercher de l'argent, qui sont les plus riches et qui nourrissent ce chef. Ce sont celles qui entretiennent ce chef. Ça veut dire qu'il y a déjà une sorte de relation équivoque entre les élites que vous avez, je ne sais pas si c'était fort opportunément appelé esclave aujourd'hui, mais qui n'étaient pas de la classe de source royale. C'est ce que je voulais dire, qui n'étaient pas de la classe. Et du coup, qui ont une revanche, ils ont une fierté à piétiner. Je veux donc dire qu'aujourd'hui, ces élites qui, uniquement par leur positionnement sur l'échelle sociale, par leur richesse, c'est eux qui tiennent les chefs par la bride. C'est pour cela que vous ne pouvez pas être étonné que les chefs puissent être indépendants. Être comme des girouettes, c'est-à-dire que ce n'est pas les chefs qui changent, mais c'est la direction du vent qui change. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que la posture de certains chefs, et on en enregistrera d'autres, soyez certains, va tout simplement traduire la direction du vent qui va souffler. Et c'est aussi ça la liberté de penser, c'est aussi ça la démocratie. Mais seulement la démocratie aujourd'hui, dans laquelle on a impliqué les chefs qui eux-mêmes ne sont pas des vecteurs de démocratie, parce que vous savez, le chef n'est pas là pour l'alternance. Le chef est là jusqu'à la fin de sa vie. Mais aujourd'hui, la démocratie, avec l'implication des chefs, est en train maintenant de nous offrir une nouvelle expérience, tout simplement. En deux mots, prince Aristide, là, c'est la légitimité qui en prend en cours. Oui, mais naturellement, et Camille a tout dit. C'est-à-dire Camille a fait un très bon diagnostic. Un très bon diagnostic sur la relation d'aujourd'hui, actuelle des chefs traditionnels et certaines élites. Qui, parce que le chef leur demande un certain nombre de services, un certain nombre de recommandations, et du coup pensent qu'ils peuvent avoir la main, ils peuvent avoir totalement le bras du chef. Non, je dis, il faut, nous sommes africains, nous sommes camerounais, nous avons un certain nombre de valeurs culturelles. Et c'est en cela que les chefs traditionnels sont invités dans le conseil régional pour aller protéger ce socle-là, pour aller rappeler que chez nous, ici, ça se passe comme ça. Vous avez vu, il y a eu une actualité concernant les nominations ou alors l'intronisation d'un certain nombre de chefs traditionnels ici à l'ouest, ici et dans le littoral, où certaines personnes pensaient que n'importe qui pouvait partir d'une région quelconque pour venir être installé comme chef traditionnel à Douala. À Douala, j'étais parmi ceux qui disaient non. Ça ne se fait pas. Au nom de la mondialisation, non, ça ne se fait pas. Il y a un certain nombre de valeurs traditionnelles, valeurs culturelles qu'il faut préserver. Et les chefs, c'est en cela que les chefs sont représentés au sein du conseil régional pour donner un mot, pour tout le temps rappeler que, attention, ici ça se passe comme ça, attention, il faut préserver ceci. Nous sommes africains et je pense qu'en termes, à titre de recommandation, il faudrait que les limites, j'ai dit viennent toujours entre guillemets, parce que l'élite n'est pas celui-là qui vient de manipuler. L'élite est là, l'élite c'est celui-là qui est un porte-voix, le porte-voix de la vérité. Il faut laisser les chefs traditionnels tranquilles, il faut cesser de désacraliser nos chefferies traditionnelles. Parce que, en somme, c'est tout ce qui nous reste. Et je peux vous dire que le président Biya sait exactement où est la vérité. Et je peux vous dire à ces élites, entre guillemets, là, que la première déclaration a été retenue. Et il ne tardera pas à réagir. D'accord. Vous parliez des conseils régionaux. Les conseils régionaux dont leur mise en place est enclenchée avec ces régionales de dimanche. C'est la une de Le Messager ce matin. Régional, le passage en force du régime RDPC. Indique le journal. Le scrutin devant élire les premiers conseillers régionaux s'est finalement tenu dans un contexte de crise généralisée. Camille, on aurait pu faire autrement?
Moi, je ne sais pas s'il y a une crise généralisée. Moi, je pense que les élections se sont tenues. Normalement, il y a eu 2 ou 3 incidents du côté du nord-ouest. Il y a eu des morts. Et ces morts-là sont tout simplement la manifestation d'un activisme résiduel qui est de ce côté-là. Parce que beaucoup s'attendaient à ce que peut-être on assiste à des massacres ou à des pogroms. Parce que déjà, les criminels qui sévissent dans ces zones avaient instauré une sorte de pied mort. Mais ça n'a pas été le cas. Les choses ont été très très bien maîtrisées. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'élection s'est passée hier. Mais moi, je ne vois pas pourquoi certains estiment que cette élection s'est mal passée. Je ne sais pas si les gens... Le ministère constate que cette élection se déroule dans un contexte de crise généralisée, ce sont ces mots. Crise généralisée, moi je ne sais pas la crise. Il y a le RDPC est majoritaire, ultra majoritaire dans toutes les... La crise anglophone, la tension dans la classe politique, Boko Haram à l'extrême nord. Non mais attendez, moi j'ai souvent posé cette question, surtout aux journalistes les plus riches, qui estiment que la crise anglophone et Boko Haram doivent être résolus avant de passer à quoi que ce soit. J'ai l'impression que les gens ne regardent pas la réalité spatiale du Cameroun. Boko Haram est une crise qui a été imposée au Cameroun par des gens qui viennent du Nigeria. Mais qu'il faut gérer tout de même. Mais on est en train de les combattre. C'est-à-dire que non, on ne dit pas qu'il faut la gérer. Il n'y a pas de bâton magique. Même la crise anglophone. La crise anglophone est une crise aussi que le Cameroun est en train de gérer. Pendant ce temps, le Cameroun est en train de gérer aussi la crise des insurgés qui viennent de Centrafrique. Moi, je pense qu'il ne faut pas toujours transporter cela comme une sorte de boulet pour dire que parce qu'il y a tout cela, il ne doit pas y avoir d'élection. On a demandé depuis 1996 que la loi sur la décentralisation est entrée dans la Constitution. Les gens attendent. Maintenant qu'elle arrive, les gens sont en train de maugrer et de grincer les dents. Ce qui s'est passé aujourd'hui, moi je voulais relever un trait qui m'a fait un petit tiquer ce matin dans la presse avec un ton assez aigre-doux. C'est-à-dire que pour dire la razzia du RDPC, le souci du RDPC, le RDPC est ultra majoritaire partout. Tout simplement, il est ultra majoritaire parce que c'est lui qui a la majorité absolue des conseillers municipaux élus lors du dernier scrutin. Est-ce que vous vouliez que ça change comment? Vous vouliez que ce soit les élus du RDPC qui votent contre la liste du RDPC? Mais c'est tout simplement absurde. Moi, je pense qu'il n'y a même pas on n'a pas à philosopher là-dessus. C'était une victoire annoncée et claire, et clairement entendue. C'est-à-dire que c'est le contraire qui aurait supprimé le contraire, qui aurait fait l'information. Mais le contraire, malheureusement, n'est pas arrivé. Mais les gens sont en train de continuer à écrire comme si le contraire, justement, devait arriver. Alors, Prince, en constatant que ce scrutin de dimanche s'est déroulé dans un contexte de crise généralisée, les mots sont du messager. Le journal, dans son analyse, estime que ces élections n'ont pas servi la démocratie camerounaise. Ben écoutez, il fallait forcément s'y attendre. Vous savez que nous l'avions, d'une façon ou d'une autre, annoncé qu'il fallait forcément attendre ce genre non seulement de remous et d'exactions, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et malheureusement, c'est arrivé. Un mort, c'est un mort, c'est toujours un mort de trop. Je pense qu'il ne faut pas le minimiser. Je pense que c'est en cela que c'est comme ça qu'il faut peut-être justifier le titre du messager. Parce que lorsqu'on dit un mort, c'est de trop. C'est de trop. Et je pense que c'est une crise. C'est une crise. C'est des familles qui sont endeuillées. C'est des gens qui sont de plus en plus déplacés. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a eu élection. Il y a eu élection. Et le pouvoir de Yaoundé a pris des dispositions. Et je l'avais annoncé dans une émission ici à Equinox. Le pouvoir de Yaoundé a pris des dispositions pour essayer de délocaliser dans des zones sécurisées pour qu'il y ait l'élection. Parce que de ce côté-là, on estime que malgré tout, la République doit être debout. Et lorsque vous avez fait un peu de science politique, même lorsqu'il y a guerre, l'État doit rester fonctionnel, le gouvernement doit fonctionner. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une crise que tout doit s'arrêter. Même lorsqu'on négocie, on continue toujours à payer des impôts, à nourrir des Camerounais. Donc c'est comme ça qu'il faut le percevoir. Et je dis, est-ce que ça rend, vous avez posé la question, est-ce que ça sert la démocratie? La réponse est non. Non. Pour le messager. Oui, la réponse est non. Ça ne sert pas la démocratie. Parce que les gens n'arrivent pas à se mouvoir normalement, parce que les gens sont pris à partie par les bandes armées, parce que voilà un père de famille qui a été froidement assassiné. Est-ce que ces enfants comprendront que l'État devrait continuer au nom d'une élection que leur père puisse payer le prix? Non, ils ne comprendront pas. On va beau les expliquer, mais ils ne comprendront pas. C'est ça un peu la symbolique de cette affaire. Mais malheureusement, comme Camille a dit, on a adopté
la loi sur la décentralisation, les régionales, on l'a annoncé, les élections se sont tenues, peut-être pour le pouvoir de Yaoundé, c'est une façon de dire, nous allons finalement implanter ce que vous avez demandé pour qu'on ne vive plus ce type. Alors, on va passer rapidement. Un dernier mot. Je voulais dire un dernier mot. Non, quand vous dites que si ça sert à la démocratie, comment est-ce que ça ne peut pas servir à la démocratie? Moi, je pense qu'il y a de nouveaux paramètres qui sont en train de s'établir. Regardez par exemple le cas de l'UNDP, du côté de l'extrême nord. L'UNDP est le seul parti qui gère l'exécutif d'une région aujourd'hui. Il est le seul. Toutes les autres régions sont globalement gérées par le DPC. Mais l'UNDP a 7 députés à l'Assemblée nationale. Il se positionne là, franchement, comme la deuxième force politique du Cameroun. Cette élection-là vient de le révéler. Vous comprenez? Mais on ne peut pas dire que ça n'a pas donné, ça n'a pas servi de levier pour qu'on voit que ce parti, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'est pas dans le siège. C'est ça aussi la démocratie. Certains nous diront que l'UNDP, c'est la majorité présidentielle. On va passer à autre chose. La une de Le Jour. La une de Le Jour, puisqu'on parle des crises, cher monsieur. Christopher Fomognon est à la une de Le Jour ce matin. Fongo, conflit anglophone, Paul Biya ne joue pas franc jeu. C'est ce qu'indique ce matin le directeur Afrique du National Democratic Institute, qui doute que les élections régionales sauvent des vies dans le nord-ouest et le sud-ouest et s'insurge contre la posture du chef de l'État qui, selon lui, exacerbe la crise. En un mot, en un mot pour le président Biya, les régionales viendront confirmer ou alors impulser le développement local. Lorsqu'on voit les textes sur la gestion des ressources, ce sont les fils de la région, c'est-à-dire ce sont les locaux qui vont impulser le développement, choisir ce qui doit être implémenté chez eux. Ce qui est une avancée. Voilà, ce qui est une avancée. Ce qui peut, au départ des revendications de la crise, peut apporter une réponse concrète. C'est pas son avis. Hein. Oui, mais je dis du côté du pouvoir. Maintenant, de ce côté, lorsque Christophe Fomognon dit le président ne joue pas franc jeu, parce que il faut échanger avec les véritables vecteurs de la crise de ce côté-là. Il faut s'asseoir, faire table rase sur ce qui s'est passé, échanger franchement, afin d'avoir un avis commun. D'accord. On va parler du PCRN en un mot, Camille Nélé. Mutation titre ce matin, PCRN, le flop magistral, vaincu dans son fief d'Union Ekele. Le parti de Cabral Libi n'aura aucun conseil régional et est déjà acculé à l'autocritique. Un mot sur les résultats peu satisfaisants du PCRN à ces régionales. J'ai de la difficulté à comprendre ce faux nourri sur le PCRN depuis dimanche. Je ne comprends pas. Le PCRN est un jeune parti qui a le mérite d'avoir des députés à l'Assemblée nationale, qui a le courage de se lancer à la conquête de ces régionales en sachant très bien qu'il n'est pas perdant. Parce que, ne soyons pas dupes, le PCRN savait très bien qu'il ne pouvait pas gagner les régionales dans la région du centre. Parce que l'Union Ekele, c'est la région du centre. Or, l'Union Ekele qui est son département. Oui, mais c'est son département, mais seulement il fait partie. Ce département fait partie du conseil de la région. Oui, mais selon les chiffres, on s'attendrait au moins qu'il ait des conseils départementaux au niveau des ECA, ce qui n'a pas été fait. Le PCRN a la majorité des communes de l'Union Ekele. Exactement. 5 sur 9. Exactement, on s'attendrait logiquement. Alors, la leçon que je tire pour sortir de ce fait-là, c'est que le président Cabral ne contrôle pas ses troupes. Et en politique, il faut tout faire. Je dis bien, il faut tout faire pour contrôler ses troupes. C'est un parti jeune, Camille. Là, je suis d'accord avec vous. C'est un parti jeune, Camille l'a dit. Et il y a ceux qui ont adhéré au PCM ont été. C'est la somme de multiples frustrations dans d'autres partis qui sont venus. Donc, il faudrait maintenant les amener à être véritablement les militants de la maison. Merci d'avoir été avec nous, chers messieurs. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.